un maroilles, un reblochon et un camembert. Ces trois fromages sont élaborés à partir de lait de vache. Mais ce n'est pas leur seul point commun. Leur odeur est, comment dire, puissante quand on aime le fromage comme moi, mais repoussante quand on déteste. En gros, il pue. Alors pourquoi certains fromages dégagent-ils une odeur qui en dérange certains? C'est ce que je vais expliquer dans cette vidéo et je sens qu'on va se régaler. En 2004, une équipe de chercheurs de l'université de Cranfield, en Angleterre, s'est intéressée à l'odeur des fromages. Son but, établir un classement de ceux qui sentent le plus mauvais. Pour cela, ils ont réuni une petite vingtaine de cobayes et ils ont également utilisé un nez électronique, une machine capable de repérer les différentes molécules odorantes. Résultat, les 10 fromages qui sentent le plus mauvais, selon les Anglais, sont tous français. Dans la liste, on trouve entre autres les Poisses, le Munster, le Roquefort, le Pont-l'Évêque et le Camembert. Et tout en haut de la liste, le Vieux Boulogne, un fromage au lait de vache originaire des Hauts-de-France. Il faut avouer que ça fouette un peu, mais c'est tellement bon. Ce classement a suscité la grogne des amoureux du maroilles qui n'est pas dans la liste. Mais je les rassure, ça dépote quand même. En France, il existe environ 1200 variétés de fromage. Pour comprendre pourquoi certains sentent plus que d'autres, il faut mettre le nez dans le processus de fabrication. Je vais m'en tenir aux grandes lignes. Pour faire du fromage, il faut du lait, de vache, de chèvre ou de brebis. Une fois collecté, ce lait peut être utilisé tel quel. On parle alors de lait cru. Qu'il soit cru ou pasteurisé, on ajoute de la présure, un produit naturel qui va permettre au lait de cailler. C'est la première étape de la fabrication d'un fromage qu'on appelle à juste titre le caillage, qui consiste à séparer la partie liquide du lait, le lactosérum, petit lait, de la partie solide, le caillé. Le lactosérum contient le lactose, un sucre que beaucoup ont du mal à digérer. Le caillé, lui, est très riche en protéines et en matières grasses. C'est ce dernier, le caillé, qui nous intéresse. Il est découpé en tout petits grains pour évacuer tout le lactosérum. Puis il est placé dans des moules percés qui vont permettre l'égouttage. La pâte prend alors un aspect homogène. Ces moules varient en fonction de la forme du fromage. D'ailleurs, à l'origine, on ne parlait pas de moules, mais de forme, d'où sortaient des formages devenus fromages. Pour les fromages frais, l'histoire s'arrête là. Pour les autres, c'est loin d'être terminé. Ils sont démoulés, puis salés. À ce stade, ils ne dégagent aucune odeur particulière. Pour le moment, ils voyagent incognito. L'odeur de chaque fromage se développe durant l'étape suivante, celle de l'affinage. C'est une période pendant laquelle le fromage est placé dans des conditions spécifiques de température et d'humidité. Elle peut durer 2 semaines, voire plusieurs mois selon les fromages. Durant cette étape, les micro-organismes qui se trouvent dans le caillé se développent. C'est la fermentation. Ces micro-organismes, composés de bactéries, de champignons et de levures, transforment le caillé en fromage. Ils découpent les protéines et les lipides du lait, qu'ils réagencent en de nouvelles molécules qui sont à l'origine du goût et des odeurs du fromage. 2 bactéries, Hafnia alvei et Brevibacterium linens, sont particulièrement responsables des odeurs du fromage. Elles produisent du méthanétiol, un gaz qui contient du soufre et dont l'odeur rappelle celle du chou pourri, et de l'acide isovalérianique, un élément chimique que l'on trouve aussi dans les bactéries qui vivent entre nos doigts de pied. Pas étonnant que l'on compare souvent l'odeur de nos doigts de pied à celle du fromage, et inversement. Toutefois, tous les fromages ne sentent pas mauvais. Cet emmental, par exemple, dégage une odeur beaucoup moins prononcée que le maroilles. Ce phénomène est dû à ces fameuses bactéries dont nous venons de parler. L'emmental n'en contient pas. C'est aussi le cas du gouda, du comté ou du gruyère. Privés de ces 2 micro-organismes, ces fromages dégagent un parfum beaucoup plus doux. Le maroilles, en revanche, grouille de Brevibacterium linens, vous savez, la bactérie qui sent les pieds.
Résultat, il est fortement conseillé de remballer ces fromages après en avoir croqué un morceau et aussi de se brosser les dents. Il arrive aussi que deux fromages de la même famille, de Münster par exemple, n'aient pas la même personnalité. Celui-ci envoie. Eh bien, c'est à cause de l'affinage, plus exactement de la fermentation. Plus elle dure longtemps, plus les bactéries présentes à l'intérieur vont libérer les fameuses molécules responsables des mauvaises odeurs. Ce Münster, qui pue, a été affiné pendant 2 mois. Ceux qui ne l'ont été que pendant 2 à 3 semaines sont beaucoup plus discrets. Le goût et l'odeur du fromage sont intimement liés aux bactéries qui se trouvent dans le lait. Donc, ils dépendent du lait que l'on utilise, cru ou pasteurisé. On a vu ce que ça donnait avec le lait cru. Avec le lait pasteurisé maintenant. La pasteurisation est une technique qui consiste à chauffer le lait cru pendant quelques secondes, à 72 degrés, de manière à éliminer les bactéries pathogènes comme celles responsables de la listériose ou de la salmonellose. Ces micro-organismes sont susceptibles d'entraîner chez l'homme des intoxications alimentaires parfois très graves. Le revers de la médaille, c'est qu'en tuant les mauvaises bactéries, on élimine aussi celles qui sont bonnes pour le goût et l'arôme du fromage. Pour compenser, juste avant l'affinage, le fromager injecte certaines de ces bonnes bactéries au sein du caillé. Bien sûr, il ne pourra pas reconstituer toute la diversité de micro-organismes qui se trouvent dans le lait cru. Mais cette opération permet de restaurer en partie le goût et l'odeur de cet aliment. J'ai bien dit en partie, car un fromage pasteurisé, moins riche en bactéries, a moins de goût et sent moins fort que son équivalent au lait cru. C'est le cas pour le camembert. Notez au passage que certains fromages, comme le reblochon ou le roquefort, ne sont jamais pasteurisés. Ça fait partie de leur cahier des charges. Ce n'est donc pas un hasard s'ils se trouvent sur la fameuse liste de fromages qui sentent le plus mauvais. J'ajoute que la plupart des fromages que l'on trouve dans le commerce aujourd'hui sont pasteurisés. Ils représentent 90% des fromages commercialisés en France. Alors si vous préférez un bon vieux clacos au lait cru, rendez-vous dans une fromagerie artisanale ou directement chez un producteur. Je résume. Pour transformer du lait en fromage, il faut des bactéries, mais pas que. Il faut aussi parfois des champignons. Certains fromages en regorgent. C'est le cas du roquefort, par exemple. Ces fameuses petites taches bleues que l'on trouve partout à l'intérieur sont dues à un champignon, Penicillium roqueforti. Ce champignon participe à la fermentation, à la maturation et à la conservation du roquefort au même titre que les bactéries. Mais contrairement aux bactéries, le champignon n'est pas impliqué dans l'odeur forte que dégage le fromage. Au contraire, il apporte une saveur terreuse de sous-bois plutôt agréable au nez. Les fromages persillés, dont font partie le roquefort, fait à partir de lait de brebis, ou le bleu de Gex ou Bresse, fait avec du lait de vache, ne sont pas les seuls à abriter des champignons. Ce camembert, par exemple, en contient lui aussi. Sa croûte est formée par un champignon appelé Penicillium camemberti. Et lui non plus n'est pas responsable de la forte odeur du camembert. D'ailleurs, faites le test, vous récupérez un petit morceau de croûte, vous verrez, il ne dégage aucun parfum. Et maintenant, âme sensible, s'abstenir. Regardez ces petites bêtes qui grouillent sur la croûte du fromage. Ce sont des artisans. L'acarien du fromage, il se développe sur la croûte dont il se nourrit. Il contribue à son aération et joue un rôle important au moment de l'affinage. Évidemment, vu sous cet angle, ça ne donne pas très envie d'en manger. Et pourtant, croyez-moi, c'est excellent. Les artisans donnent un goût fruité au fromage, presque un goût de noix. Mais ils ne lui confèrent aucune odeur désagréable. Tiens, profitons-en pour tordre le cou à une idée reçue. Il faudrait éviter de consommer la croûte du fromage. Eh bien, c'est partiellement faux. Dans la plupart des fromages, non seulement la croûte est comestible, mais en plus, elle est excellente pour la santé. Elle contient de nombreux probiotiques utiles pour le système digestif, des minéraux comme le zinc et le sélénium qui sont de puissants antioxydants. On y trouve aussi des vitamines du groupe B
efficace pour lutter contre la fatigue. En revanche, pour les personnes fragiles, les femmes enceintes, les personnes âgées, les enfants, il est déconseillé de consommer la croûte des fromages au lait cru. Elle peut abriter un grand nombre de bactéries pathogènes, comme celles dont nous avons parlé tout à l'heure. Enfin, n'avalez surtout pas la croûte des fromages de type Gouda, Mimolette ou Edam. Elle est recouverte d'une fine couche de paraffine ou de cire qui n'est pas comestible. Ça dégage, hein? Chez vous aussi, les odeurs de fromage vous montent à la tête dès que vous ouvrez la porte du réfrigérateur? On peut éviter ça. Contrairement à une idée reçue, il ne s'agit pas de les placer dans une boîte hermétique comme celle-ci. Certes, c'est une bonne idée pour les mauvaises odeurs, mais pas pour les fromages. Privé de l'air ambiant du réfrigérateur, le fromage sèche et perd une partie de son goût. Il est donc préférable de ranger le fromage dans le tiroir à légumes. Ok, me direz-vous, mais pour les mauvaises odeurs, et là, j'ai un truc infaillible. Le café moulu. Vous remplissez un bol comme celui-ci aux 3/4 et vous le placez, découvert, dans le réfrigérateur. Une étude publiée en 2011 par le City College of New York a démontré que la surface poreuse des grains de café torréfiés permet de capturer les composés soufrés générés par les bactéries à l'origine des mauvaises odeurs. Or, cette surface est d'autant plus grande que le café est moulu, ce qui permet de capturer un maximum d'odeurs, dont les odeurs du fromage. Il existe d'autres astuces de grand-mère qui sont tout aussi efficaces. Le bicarbonate de sodium, par exemple, qui fonctionne pour les mêmes raisons que le marc de café. Ou encore, du vinaigre blanc, même punition, on en verse dans un récipient qu'on laisse à découvert et qu'on place dans le réfrigérateur.